Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Interaction. Un épisode qui vous permet de suivre chaque semaine en direct ce fonds commun de placement complètement transparent. On en tient le comité de gestion en direct, vous le voyez, hein, et grâce à Thomas, on évite le Larsen. Merci Thomas. Et on fait une émission complètement interactive. Et je vous invite à poser des questions. Vous avez la possibilité de le faire donc chaque semaine en direct sur le côté, à côté du player, pour interpeller nos experts. En l'occurrence, Thomas Louis, bonjour. Bonjour Thomas. Gérant, et Hubert Tassin, bonjour. Notre analyste. On commence tout de suite par la rubrique macroéconomique. Attaquer cette rubrique avec tout d'abord un point de vue sur les performances ou les contre-performances, devrais-je dire, des valeurs du CAC depuis le début de l'année. Hubert, aucune valeur dans le vert. La bonne question, c'est celle qui est posée sous l'écran. Est-ce qu'il y a eu capitulation, comme on dit, c'est-à-dire 7,2% de baisse cette semaine, c'est monstrueux. On rappelle ce que ça veut dire la capitulation. C'est quand les gens en ont vraiment marre, c'est que les mauvaises mains, les mains fragiles, vendent à tout prix, et effectivement à ce moment-là c'est théoriquement les mains longues, les mains qui ont les moyens, solides, qui ne tremblent pas, qui finissent par acheter, surtout quand ces mains-là, quand les mains fragiles ont vendu, il n'y a plus grand-chose à vendre. Alors est-ce que c'est le cas? On va le voir, mais depuis le début de l'année, aucune valeur du SBF 120 valeurs, il n'y en a pas une qui est en hausse. C'est quand même très impressionnant. Et là on a les contributions. Alors là sur le CAC, les 40 plus grosses capis. Lafarge, donc, qui s'en sort en termes de contribution. C'est un classement par contribution. C'est un classement par contribution. Celui qui s'en sort le mieux, c'est effectivement Lafarge, mais par contribution, puisqu'on a fait un classement des contributions. C'était simplement pour voir l'effet à l'écran de ce qui se passe sur le marché. Et en fait, on va tout de suite descendre dans les flops que vous voyez à l'écran en bas. Bon, c'est BNP qui est la plus grosse contribution à la baisse du CAC 40, baisse qui s'élève à 15,88%. Vous en avez donc 1,73% qui vient simplement de la BNP, donc qui pesait 5% de l'indice et qui se retrouve à contribuer avec Sanofi, avec Total, avec AXA, la Société Générale, Airbus et GDF, comme les principaux contributeurs. Quasiment plus de la moitié de la perte est concentrée ici. Moi, je rajouterais quelque chose sur la capitulation. Aujourd'hui, on a une capitulation sectorielle. On le voit sur les matières premières, Arcelor qu'on a à l'écran moins 33%, enfin qu'on avait à l'écran pardon, moins 33%, et puis les financières, capitulation, BNP, AXA, Société Générale. Donc ce sont des capitulations sectorielles parce que le reste, certes, baisse. Certes, les industries sont touchées au moment où nous parlons, mais ce n'est pas encore une capitulation. Et si elle devait intervenir, c'est la question d'après, puisqu'on est... Quand est-ce que ce serait la vraie capitulation alors, la vraie capitulation, on en avait parlé dans l'émission précédente, c'est celle qui nous amènerait autour de 3600 points. Alors, ces 3600 points, c'est un niveau qui représente les fonds propres du CAC 40, je l'avais déjà dit sur ce plateau. Et après, vous avez la dépression, parce qu'on va commencer par les mauvaises. Il y a autre chose après la capitulation. Voilà, après il y a la dépression qui peut vous amener à 2005, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Et la dépression, c'est qu'on ne vaut pas les fonds propres parce qu'on anticipe des pertes. Voilà. C'est la logique. Donc on est revenu, globalement, on est revenu à l'automne 2014, donc, sur l'indice. Donc on a effacé 1 an et 4 mois. 3006, c'est le plus bas depuis 3 ans. 2005, c'est le plus bas depuis 5 ans. Oui, 2005, on a connu ça au plus profond de la crise de mars 2009. Donc on n'est même pas à 3006. Est-ce qu'on va y aller? Au moment où je vous parle, je ne sais pas. Le catalyseur qui pourrait... les deux inquiétudes majeures au moment où nous parlons, c'est toujours ce prix du baril. Il se stabilise et depuis quelque temps, il est en train de se stabiliser. C'est plutôt la bonne nouvelle. Même si c'est encore très volatile, il se stabilise. Et la deuxième nouvelle, c'est sur les banques et les problèmes financiers. Et à l'intérieur de cela, je vais distinguer celles qui prêtent à des industriels du schiste qui vont mal au moment où nous parlons, avec un risque qui est surévalué de notre point de vue, largement surévalué. Et puis une deuxième difficulté, où là, une fois de plus, les Européens ont fait preuve de leur total manque de cohérence. C'était des opérations de bilan qui ont été passées avant le 31 décembre,
puisque depuis le 1er janvier, on est passé sous un régime de supervision européenne complète, y compris en cas de défaut. Les banques portugaises notamment, qui sont les championnes du monde de l'habillage du bilan, n'ont rien trouvé de mieux que de passer un certain nombre de crédits dans on appelle des bad banks, ce qui de facto les a coupés d'un certain nombre d'investisseurs. Donc cette peur-là, la peur sur les valeurs industrielles, ajoutée à la peur sur la nature du bilan des banques, ajoutée à la pétoche complète des intervenants, nous amène à cette correction ultra violente. Il n'y a pas de main pour racheter aujourd'hui. Tout le monde est en position d'attente. On arrive à des banques comme BNP Paribas, donc des banques extraordinairement solides, qui se négocient à 50% de leurs fonds propres. Donc s'il n'y a pas des grosses pertes et des grosses taux au rendez-vous, ça devra augmenter, mais c'est loin. Ça. Depuis 2007, la confiance dans le système bancaire a du mal à revenir malgré le renforcement. Oui, mais entre la confiance dans le système bancaire pour capitaliser plus que les fonds propres, capitaliser la moitié dans la banque la plus solide d'un des presque d'Europe, oui, ça paraît beaucoup. Juste rapidement sur ces histoires de banques. Moi, ce qui m'inquiète, et c'est ce qu'on voit avec Deutsche Bank notamment, c'est qu'on a encore dans les résultats de Deutsche Bank les histoires des années 2007, des histoires sur des produits complexes. Une fois de plus, ils ont 6000 litiges. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça. Non, parce que ces banques, ces BFI, ont fait des produits qui ne servaient à rien, qui n'avaient aucune utilité. Il va falloir qu'un jour, quand même, on se rende à l'évidence. Il y a dans notre système bancaire des gens qui continuent de faire des produits qui ne servent pas l'économie et qui n'ont aucune utilité sociale. Ça ne sert que des poches de spéculateurs, ça n'a aucun intérêt. C'est des jeux à somme nulle. Dans un jeu à somme nulle, c'est du pari mutuel. C'est l'opérateur qui prend de la com, mais les sommes sont nulles, donc ça ne sert pas à l'économie. Un mot sur les banques allemandes. C'est une question qui me turlupine personnellement. On a la première économie européenne, des entreprises robustes, en tout cas qui s'en sortent mieux que beaucoup d'autres, et un système bancaire qui semble pourri. Pourquoi ce paradoxe? Alors ça dépend de quelle banque on parle en fait, parce que les banques des entreprises industrielles se portent plutôt bien. Les banques qui se portent plutôt mal sont les banques hypothécaires allemandes qui traînent depuis des années des actifs... Donc c'est celles qui sont sur l'immobilier en fait. Oui, oui, exactement. Et c'est par elles que sont venues les difficultés, qui n'ont toujours pas été réglées et qui vont être réglées par cette harmonisation hypothétique européenne qu'on attend sur le traitement des obligations, notamment subordonnées allemandes. Et puis le système bancaire allemand est quand même très différent du nôtre à cause des banques régionales et coopératives. Donc on ne peut pas vraiment comparer, et non, surtout on ne peut pas comparer Deutsche Bank et BNP par exemple. Voilà. C'est surtout ça. Alors à propos de questions, et je remercie cet téléspectateur Gérard qui pose une question, qui nous a adressé une question par mail, vous pouvez le faire aussi. Sur ArcelorMittal, on en parlait en introduction d'un mot. J'aimerais avoir des renseignements concernant l'avenir de la société et du cours des actions à moyen terme et long terme. Une capitalisation qui a fondu, qui a été divisée par 10 en quelques années, oui. ArcelorMittal. C'est la traduction d'un des thèmes structurants qui est la crainte qui aussi dans les marchés aujourd'hui de la désinflation. Cette entreprise qui a beaucoup de dettes, comme n'importe quelle entreprise industrielle d'ailleurs, ça n'est pas plus surprenant qu'autre chose, et qui joue l'expansion notamment dans les zones émergentes, aujourd'hui est face à ce ralentissement de la zone émergente. Vous avez beaucoup de dettes, vous avez un ralentissement avec des marges qui sont ténues, et bien tout de suite ça conduit l'entreprise dans des pertes. Et quand elle est dans ces pertes, le gérant qui est Lakshmi Mittal n'a pas d'autre choix que de faire une augmentation de capital pour pas qu'on exige le remboursement d'un certain nombre de dettes qu'il a déjà par rapport à d'autres banques. Donc c'est un cercle qui est plutôt néfaste. Donc il recapitalise. La bonne nouvelle, c'est qu'il met lui-même un peu d'argent. Il met le tiers. Il met un tiers, ce qui est quand même une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que pour les actionnaires actuels, eh bien c'est un moyen de... Enfin, on se fait largement diluer, ça fait très mal, on l'a vu sur d'autres exemples, mais tous ces secteurs qui touchent les matières premières, un de nos thèmes, qui est aujourd'hui un thème structurant, là aussi souffre et se retrouve, non pas en faillite, pour répondre à Gérard, concrètement, est-ce qu'il faut participer à l'augmentation de capital? Est-ce qu'il faut garder ArcelorMittal? Il a le temps. On a le temps sur Arcelor, on a le temps sur Lafarge.
on est en surcapacité. Donc quand on est sur des industries à point mort très élevé et en surcapacité, c'est très compliqué de gagner de l'argent. Oui. Ce qu'il faut, c'est passer. Si vous êtes Monsieur Mittal, ce que vous voulez, c'est passer la tempête. Alors vous prenez des riz, etc. Mais vous ne pouvez pas faire autre chose. Alors pour Gérard, est-ce qu'on garde à moyen long terme en se disant ça va rebondir? Sur quoi, il faut se poser la question, sur quoi ça peut rebondir en fait. Ça peut rebondir si la croissance dans les pays émergents et la confiance reprend. Ça va reprendre, mais ça va prendre quelques années. C'est d'ailleurs un des sujets, nous, en macroéconomie qu'on voit en ce moment. Les places émergentes commencent à être résilientes, elles commencent à aller mieux. Et donc, ce sera probablement à 3 ans d'ici qu'il pourra espérer retrouver des cours, peut-être pas actuels d'ailleurs, mais en tous les cas, peut-être faut-il qu'ils souscrivent à l'augmentation de capital, mais il va se passer du temps avant que ça rebondisse. Ça ne va pas rebondir tout de suite. Voilà. Oui, non, la tonne d'acier a baissé de 60%, même si, comme on sait, même si elle remontait de 50%, elle sera toujours à un niveau inférieur. On revient à nos moutons macro avec ce graphique, Hubert, que vous nous apportez, tout droit sorti d'Invesco. Tout droit sorti d'Invesco. C'est-à-dire que quand ça va mal comme ça, on essaye de se raccrocher à quelque chose. Là en l'occurrence, c'est de regarder le prix relatif des actions, donc le multiple, le price earning, le multiple sur les bénéfices. Ils sont raisonnables, ils sont très raisonnables, notamment eu égard au niveau des taux d'intérêt. Le Japon a 12 fois et demi les bénéfices, même si c'est les bénéfices 12 mois, donc c'est des bénéfices relativement visibles. Ce que ça veut dire, c'est que les entreprises continuent à dégager des profits. Alors justement pas. Alors justement, c'est oui et non. C'est-à-dire que sur 2015, on le voit dans les 3 derniers mois, on a revu à la baisse partout, sauf en Europe, sauf dans la zone euro. Hein, c'est donc important. La zone euro et le Japon ont délivré une hausse des bénéfices, mais on est encore très très bas sur des moyennes historiques par rapport à 2007-2008. On se l'a dit, on a du rendement entre 2,5 et 3 et un peu plus %. On a des pricing qui sont faibles. Si les résultats sont au rendez-vous, ça sera ça le facteur qui va déclencher. Et pourquoi on ne l'a pas eu à la publication des 2015 ? Même s'ils étaient un peu supérieurs à ce qu'attendaient les analystes, les patrons disent qu'ils n'y voient plus rien. Hein. Grosso modo, pas de visibilité. Quand SAP ou Dassault Systèmes, qui ont beaucoup de clients et qui ont des clients dans l'industrie, disent forte volatilité de nos clients, c'est normal qu'on ait un peu peur. Hein. Oui, comme dans le même temps, vous avez une baisse relative du dollar en ce moment, vous avez un soutien de facto à l'industrie américaine, en forte concurrence avec les valeurs européennes, et donc on commence à se dire, oulala, ça va être compliqué pour l'Europe de s'en tirer. Donc le calage dont on parlait sur les devises, sur la croissance mondiale, sur les matières premières, aujourd'hui tous les piliers sont en train de vaciller quelque part. Or, nous, on trouve que sur les devises, ce qui se passe est totalement normal. Vous avez une 3e devise d'échange mondial qui apparaît, c'est normal que ça déstabilise l'ensemble. Et la guerre des devises, elle est entre les États-Unis, le Japon, au moment où je vous parle, et l'Europe, beaucoup plus qu'avec la Chine. La Chine gère son ralentissement de croissance. Voilà. Sur les matières premières, on a connu un tel choc qu'il faut, quoi qu'il en soit, absorber ce choc, et en géopolitique, et du point de vue des entreprises. Donc il va falloir qu'elles reconstituent leur marge, tout ça. Donc voilà, ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps à se reconstituer, ça va plus vite quand ça baisse. On a eu Janet Yellen cette semaine qui s'est exprimée. Alors Janet Yellen, elle s'est exprimée et elle a plutôt remis de la volatilité sur les marchés. Parce qu'elle dit à la fois, l'expansion ne meurt pas de vieillesse, il ne faut pas être inquiet. Elle dit en même temps, on peut étudier les taux négatifs, alors qu'elle a remonté les taux à 0,25 il y a un mois. Donc ça montre une certaine incertitude, mais quand même une certaine confiance, qu'elle continue à dire on va aller vers plus d'orthodoxie, mais ça sera long. C'est-à-dire qu'elle a voulu donner de la confiance, mais en même temps, elle n'exclut pas que ça aille plus mal. C'est un peu curieux. Il y a quand même cette crainte sur les marchés que les États-Unis soient déjà en récession, ce qui expliquerait ces inquiétudes. Alors, les États-Unis en récession, ça veut dire arrêt de la consommation et baisse de l'immobilier, pour résumer un petit peu grossièrement le sujet. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'indicateurs qui plaident ou qui nous font réviser quoi que ce soit. Le seul indicateur qu'on avait vu, c'était l'indicateur manufacturier qui était en repli, et dans le contexte qu'on connaît, c'est pas surprenant. Maintenant, s'il passait en dessous des 50, ce serait un vrai problème. Aujourd'hui, il n'y est pas encore, d'une part, et surtout, la consommation et donc par prolongement l'immobilier tiennent. Donc,
moi, j'y crois pas à cela. Ils feront probablement moins bien et au lieu d'avoir 4 hausses de taux, on n'en aura que 2. Ça fait un moment qu'on dit qu'il va falloir s'habituer à avoir des hausses de taux très espacées dans un contexte de croissance très molle. On passe au graphique que vous nous avez apporté, Thomas, également, d'un point de vue macro, micro. On est dans le sectoriel, automobile et finance. Oui, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on observait une capitulation sectorielle. La capitulation, décidément, j'ai du mal, sur le pétrole, elle a eu lieu. Vous le voyez, c'est en jaune. Parce que ça, c'est un graphique de Paul dont vous imaginez... Ça ressemble à un Mikado. Hein. Ça ressemble à un Mikado, voilà. Donc, on a mis des titres un petit peu plus gros. Toujours est-il que ce pétrole en jaune orangé a connu un rebond, va un petit peu moins bien. Et je pense qu'il est quasiment stabilisé, ce secteur, de notre point de vue. On voit les banques aussi qui plongent. Alors, les banques, c'est l'accélération... Et notamment, on le voit à partir du mois de décembre, notamment sur ces faits de manipulation, entre guillemets, des bilans des banques, de certaines banques européennes, et le risque de défaut d'une banque italienne sur les taux à durée, sur des taux à durée indéterminée, pardonnez-moi, qui sont des taux qui ramènent un peu plus, mais qui là, on leur a dit, on ne paye pas et on ne rembourse pas. Donc c'est un vrai défaut, mais on le sait, maintenant, il faut faire attention aux banques dans lesquelles on dépose son argent. Et puis vous avez un autre secteur qui va mal, c'est l'assurance, évidemment, dans la même veine que les financières, parce que les hausses de taux reculent, et comme les hausses de taux reculent, les assureurs, ils aiment bien les taux plus élevés, donc ça va un petit peu moins bien. L'automobile va mal. Donc. Oui, alors l'auto va mal parce que l'auto, on est sur le thème de la croissance mondiale, un ralentissement, et donc la crainte que ça ne va pas. Alors, il y a encore 2 mois, ça allait très bien, on avait des chiffres qui étaient orientés à la on n'a jamais vendu autant de voitures l'année dernière dans le monde, de l'histoire. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est pas l'accélération, c'est la dérivée seconde, c'est l'accélération. Est-ce qu'on en vendra plus ou est-ce qu'on en vendra moins? Et là, il apparaît qu'on en vendra un peu moins. Pour autant, les résultats de Renault, on reviendra dessus tout à l'heure, sont excellents. L'Europe n'est pas en avance, en revanche, dans la croissance du marché automobile. L'Europe est très loin d'avoir retrouvé... alors, on a reconstitué des stocks, les flottes d'entreprises, ce que vous voulez, mais l'Europe n'a pas retrouvé le niveau. D'accord. Rapidement, autre graphique, donc on a parlé déjà sur le pétrole. Oui, avec un graphique qui date des années 90 pour le point de départ. En bleu, le CAC 40. En bleu foncé, les banques en Europe. Et le pétrole en Europe. Alors, ce qu'on voit, c'est sur cette tendance, le CAC 40, c'est dividendes nets réinvestis. Ce qu'on constate, c'est que le pétrole n'a rien rapporté. Dividendes réinvestis. Malgré des dividendes élevés. Et c'est donc qu'on est bien dans un mouvement qui était plus le mouvement qu'on a connu des années 70 aux années 90, mais désormais dans un mouvement, qu'on le veuille ou non, de ralentissement relatif notamment au pétrole, puisqu'on en a trop. Hein, c'est quand même plus en fond. Voilà, on commence à se dire qu'on en a trop et que comme on en a trop... On en a pour longtemps en tout cas. On en a pour un petit moment. Après, on voit que les banques en Europe ont détruit énormément de valeur. Chaque fois qu'on leur donne de la liberté, elles font des bêtises. Je suis désolé, on le voit avec les... Vous savez, c'est Gordon Gekko dans Wall Street, Greed is good. Là, voilà le résultat, quand ces gens-là jouent avec leurs fonds propres, ce qui est quand même une hérésie absolue, parce qu'ils pensent être plus malins que les marchés, ça n'est pas vrai. Quand ils commencent à vendre des produits complexes, j'en parlais tout à l'heure, ça se termine mal parce que ça n'a aucune utilité. Ils sont par contre animateurs de la liquidité d'un certain nombre d'actifs sur le marché, il faut qu'ils le restent, c'est nécessaire. Il faut qu'ils fassent de la transformation, c'est nécessaire, mais par pitié qu'ils arrêtent leurs inepties. Il y a un bon film pour nos amis cinéphiles, c'est The Big Short, qui raconte bien cette histoire des subprimes, avec Brad Pitt entre autres, mais bon, c'est pas l'intérêt du film en l'occurrence. Mais ça raconte bien ce système bancaire et cupide américain, et on se dit qu'on n'en est pas sorti malheureusement. Ben non, américain, le centre n'est pas très loin d'ici, c'est Londres. Le centre de la cupidité. Bon, on fera une chronique cinéma une autre fois. On continue avec les graphiques. Encore un sur les taux cette fois. Allez, un petit dernier. Les taux sont durablement bas, on l'a dit. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je n'en sais rien. C'est une bonne nouvelle pour les porteurs d'obligations souveraines, européennes, américaines. Parce que... alors qu'on attendait un crack obligataire avec la remontée des taux américains. Alors, moi, on va prendre un exemple concret de crack obligataire tel qu'on pourrait l'imaginer, beaucoup plus que de la façon dont on le pense. Pour moi, regardons ce qui s'est passé sur Casino. Casino,
risque est dégradé à cause d'une difficulté issue d'un rachat très cher d'actions au Brésil, qui a dégradé ses comptes. Il se retrouve à vendre donc l'obligation du jour de cette nouvelle se retrouve avec une décote de 25%, l'obligation Casino. A priori, les comptes de Casino permettaient de passer largement cette paume. Or, le problème, c'est que le Casino est face à des covenants, ce qu'on appelle des covenants, des accords avec les banquiers, qui disent si jamais la dette descend en dessous de temps, vous êtes obligé de la rembourser. Une absolue idiotie, alors qu'on jette de l'huile sur le feu. Mais oui, exactement. Donc là, une fois de plus, la notation entraînait quoi? Un manque de liquidité sur l'obligation qui, de facto, ne cote plus que 75% de son nominal. Or, c'est pas grave, elle sera remboursée à 100, mais elle sera probablement remboursée à 100 à l'échéance. Et donc, le krach obligataire, de mon point de vue, ne viendra pas d'une remontée violente des taux, elle viendra du manque de liquidité des obligations. Et c'est un des thèmes qu'on doit regarder, parce que ce manque de liquidité des obligations, on va y être confronté sur pas mal d'actifs. C'est-à-dire qu'on est dans un schéma extrêmement particulier, puisque la Banque centrale rachète les créances qui ne sont pas douteuses et qui sont investment grade, comme ils disent. Donc dès que vous passez de l'autre côté, la Banque centrale, vous ne pouvez pas apporter vos titres à la Banque centrale. Pas encore. Donc d'un côté, vous avez un emprunt d'État américain à 2%, et de l'autre côté, si vous avez quelque chose qui a un tout petit peu à voir avec le pétrole du Dakota, il faut payer 10%. Donc on a éligible au quantitative easing d'un côté et non éligible, et l'écart grandit. Bon, voilà. Mais les banques centrales, parce qu'il ne leur reste pas plus beaucoup de cartouches, pourraient élargir. Déjà, la Banque centrale européenne a fait passer de 25 à 33% d'une souche, c'est-à-dire d'un emprunt spécifique, la possibilité de les racheter. Il peut acheter jusqu'à 33% d'un emprunt d'État. Et comme l'a dit Benoît Cœuré de façon très simple, c'est pas elle qui bosse, hein, pour être clair. Donc, soit les gouvernements se décident à faire des réformes et des vraies, et on le voit que ça a payé en Espagne. Que la rigueur allemande délivre la totalité de sa puissance, quand bien même on peut dire qu'il y a une ou deux banques qui vont mal. Attendez, comparez les pays qui ont fait des réformes ou qui les mènent depuis longtemps à un certain nombre qui ne les font pas, dont nous faisons partie, ou dont la Grèce, par exemple, en est l'illustration ultime. Bon, moi, il ne faut pas jeter sur les banques centrales des choses qu'elles ne peuvent pas faire. C'est-à-dire que s'il y a une règle du jeu commune, il faut qu'il y ait des politiques communes, sinon il faut qu'il n'y ait pas de règle du jeu commune. On revient sur ce graphique, donc d'un mot, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'on a des taux durablement bas et que donc pour que ça rapporte, il va falloir réfléchir, travailler et créer des nouveaux produits, prendre du risque. Et prendre du risque, évidemment. Les indices obligataires, pas de choc sur les obligations financières seniors. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, pour l'instant, les dettes d'obligataires, je ne parle pas des produits complexes qui peuvent figurer dans les bilans des banques, les dettes seniors sont peu touchées, en fait. Il n'y a pas une contagion de la crise aux dettes seniors au moment où on parle. Donc pas encore de risque systémique. Il y a un risque en fait spécifique sur certaines catégories d'obligations. Il faut donc être vigilant, mais ça me fait sourire qu'on parle ici d'obligations alors qu'on est dans l'interaction, mais finalement les deux se rejoignent. Évidemment, vous imaginez bien que les actions vont bien si les finances vont bien et notamment si la capacité de remboursement va bien. On est dans l'interaction, on parle beaucoup d'obligations, de macroéconomie, mais bon, c'est l'actualité qui commande. On va repasser tout de suite au pilotage du fonds avec les indicateurs de performance. Alors, on commence tout de suite avec notre tableau de bord traditionnel. On va le découvrir sur le graphique qui arrive. J'essaie de me repérer. Non, les feux d'abord. Oui. Pas de changement? Ben non, parce que comme on le dit en marine, rouge sur rouge, rien ne bouge, et vert sur vert, tout est clair. Là, en l'occurrence, on n'a pas de changement de feu. Donc, d'une semaine à l'autre, il n'y a pas de nouveauté sur le front. La volatilité, contrairement à une idée reçue, n'a pas augmenté cette semaine. La chute, elle s'est faite d'un seul coup. Voilà. Donc, sans volatilité. C'est plutôt... je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, mais ça laisse nos indicateurs dans l'état dans lequel vous le voyez là, et la météo du risque toujours incertaine. Alors on a fait un petit focus, mais qu'on a pas mal dévoyé sur le risque de défaut obligataire. Bon, c'était simplement pour vous montrer sur cet indicateur qui représente les crédits
default swap, c'est-à-dire une mesure, voilà, la mesure du coût de l'assurance pour une banque. Ben, on revient, donc les grands pics que vous voyez, c'est ceux de 2011, et avant cela celui de 2009, pardonnez-moi. Vous voyez qu'on en est encore loin au moment où on parle. En revanche, les cours, eux, sont largement plus bas que ceux qu'on avait connus à l'époque. Donc la courbe d'expérience fait que tout le monde vend sans discernement et probablement de façon exagérée certains secteurs. C'est ce qu'on appelle la position de survente. Bon, ouais, exactement. Surprise, on reste en mode 3, yes. On passe pas au mode 4? Non, puisque au contraire, si j'ose dire. On a quelques raisons. Je pense qu'on verra jamais le mode 4, enfin on espère. On espère pas le voir. Hein. Ouais, mais, voilà. Mais malgré ce qui se passe là actuellement, on se dit on reste en mode 3. Mais malgré ce qui se passe, on n'a pas de défaut majeur avéré au moment où on parle. On n'a pas de défaut d'une très grande banque qui pourrait entraîner, je devrais dire pas encore, mais je ne pense pas qu'on y soit, parce que quand on regarde ne serait-ce que l'apparition de la Société Générale cette semaine, qui s'est traduite par une petite baisse de 13% du titre dans la journée, malgré tout, du point de vue de la solidité du bilan, elle est là. Donc, et notamment les banques françaises. Hein, il faut dire que les banques françaises sont très surveillées quand même depuis très longtemps. Allez, on va faire le bilan de la semaine sur Interaction. C'est pas forcément idéal. Alors, tout de suite, ce graphique qui montre qu'en effet, depuis le début de l'année et cette semaine, ça a été douloureux. Oui, on peut le dire. Moins 15,88 pour l'indice depuis le début de l'année. Moins 14,10 pour le fonds. Bon, c'est pas un motif de satisfaction, mais enfin, on fait un peu mieux. Et surtout, cette semaine, grosse baisse de l'indice CAC 40, moins 7,24 contre moins 5,87. Interaction qui se débrouille pas trop mal dans ce contexte. Alors, d'un point de vue sectoriel, oui. qu'est-ce qu'on note ? Vous voyez que les valeurs défensives ont moins pénalisé Interaction que celles du CAC. C'est la colonne du milieu, pardonnez-moi. Que les valeurs financières dont nous sommes quasiment totalement absents, puisqu'on a tout vendu, à l'exception d'AXA et un bout d'Allianz encore. Surtout sorti toutes les banques. Elles ont contribué très fort. En revanche, les valeurs techno nous ont pénalisé, nous, cette semaine, par rapport à celles qui sont contenues dans l'indice. Bon, c'est pas très grave. En semi-cyclique, en conso-cyclique, toutes les cycliques, on est dans le même rythme, sauf sur les cycliques purs, où là, nous, on est sous-investi, puisque les cycliques purs sont beaucoup sur les matières premières et qu'on s'en est écarté. On a parlé en début d'année tout à l'heure. C'est typique. Bon, donc, on est quand même investi à 17,3%. 17,7%. On est investi à 82,28%. Oui, on a un peu de cash. 17,7% de cash, voilà. Ce qui fait que ça laisse du potentiel. Voilà, les deux raisons pour lesquelles on a du cash, c'est qu'on a eu Alstom qui nous a payé un bout de cash, et puis on a eu aussi des souscriptions dans le fonds qu'on a choisi délibérément de ne pas réinvestir tout de suite. On est en position pour le faire, on reviendra dessus un petit peu plus loin. D'accord, on va voir les mouvements, donc ça c'est depuis le début de l'année. Les arbitrages, oui. Les arbitrages ? Les arbitrages, allez, les arbitrages. Allez, on voit les arbitrages. Donc cette semaine. Cette semaine, on a allégé. On a allégé des titres. Donc, je vous avais parlé des ventes. D'abord, vous voyez le 3 février, vente de Crédit Agricole Général et Schneider. On s'en est dégagé complètement de ces titres-là. On a racheté du Bouygues et du LVMH. On trouvait que Bouygues était très maltraité dans le contexte, puisque c'est toujours une valeur d'abonnement, et qu'LVMH nous a conforté dans son rôle de leader et dans sa faculté de passer des prix à la hausse. Donc on a acheté du LVMH. S'il y a un deal de Bouygues-Orange, est-ce que ça va pénaliser Bouygues, qui serait plus qu'actionnaire ? Non, Bouygues, au contraire, je pense que ça recentrera Bouygues sur son métier, avec malgré tout une récurrence assurée par sa participation dans Orange, qui sera une sécurité pour les investisseurs. Donc vous avez les avantages et quelqu'un qui se retournera vers son métier. Et à terme, une position stratégique. À terme, l'État qui a quand même besoin d'argent, comme on est au courant, finira par sortir petit à petit d'Orange. Et on peut imaginer que Bouygues soit un jour, en tout cas, le premier actionnaire ou co-actionnaire d'Orange. Et ça, c'est une vraie position stratégique. Voilà. Ok. Iberdrola, Technicolor. On a vendu en fait deux titres qui relativement tenaient encore bien, et on préférait s'en écarter le temps de passer la tempête là. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour cette rubrique. On va passer à nos arbitrages cette semaine. Alors,
on me fait remarquer qu'il faut commencer d'abord par le portefeuille. Je vous le montre tout de suite. Voilà le portefeuille. Oui. Interaction. Là aussi, que du rouge. Oui, que du rouge avec un classement par contribution. Et là, j'insiste sur le fait que les défensives ont tenu leur rôle puisqu'on les retrouve là. À l'exception d'une d'ailleurs qui est EDF, mais ça, c'est pas très grave. Vous avez Unilever et Essilor qui ont joué leur rôle à merveille. KPN, valeur d'abonnement, qui a joué son rôle. Infineon, qui résiste terriblement bien. Air Liquide aussi. Nexity sur l'immobilier. Deleuze dans la distribution. Elles sont toutes au rendez-vous. C'est plutôt une bonne chose. EDF, un mot. Pourquoi est-ce qu'elle décroche ? EDF, on est toujours dans les affres de nos histoires nucléaires. Donc ce matin, on y voit un peu plus clair, malheureusement, sur des documents qui auraient été saisis sur l'achat d'Uramine. Bref, une fois de plus, on fait payer à l'actionnaire l'incurie complète des dirigeants. D'Areva, pardonnez-moi. Pas d'EDF. Oui, vous avez raison, je dois le préciser. Et donc, aujourd'hui, il va bien falloir que quelqu'un paye. On sait que les seuls à avoir les poches pleines, c'est pas l'État. Les actionnaires d'Areva subiront, mais c'est EDF. Et c'est probablement EDF qu'on va demander de prendre le bébé. Après, c'est les modalités dont ils vont le prendre qui pèsent un petit peu sur le cours. Voilà, donc autre chose sur ce tableau portefeuille ? Non, vous voyez en bas des corrections assez importantes, notamment sur Total évidemment, qui est la plus grosse contribution absolue, mais ce qui est normal. Elle nous coûte 0,52 cette semaine sur 5,87. Capgemini nous a coûté cher et oui. Safran aussi. On est un peu déçu sur Safran. On trouve que c'est un peu cher. Mais voilà, il y a des excès. Et les investisseurs notamment ont vendu beaucoup de titres qui avaient bien performé. Ça va trop vite. Voilà. Ça va trop vite, c'est ce qu'on disait, Capgemini, quand des logiciels commencent à dire on n'y voit pas clair. Bon. Les multiples sont élevés. C'est des valeurs à multiples élevés, des valeurs comme Capgemini, sur lesquelles on a beaucoup gagné, accessoirement. Un mot sur l'actualité Uber. Alors, d'abord, actualité des valeurs, ce qui est amusant, je pointe un peu ce que font les analystes financiers. Je crois que cette semaine, on a eu 4 révisions à la baisse pour une révision à la hausse. Donc ça, on voit bien que les analystes financiers sont souvent des indicateurs retardés et qui voient les marchés baisser, qui se disent qu'il doit bien y avoir des raisons. Donc ça, c'est un petit... parmi les ABC, il y a Safran, justement. Mais c'est pour des questions de valorisation. Et parmi les relevés, il y a L'Oréal, c'est magnifique, Thomas. Super chiffre. Franchement, vente 2015 supérieure aux attentes, comme LVMH d'ailleurs, faut le rappeler. Résultat opérationnel en nette hausse, la baisse de l'euro à plein. Là. Nos stars mondiales sont bien sorties malgré la Chine, grâce à la baisse de l'euro. Mais parce que nos stars mondiales, elles bénéficient de la baisse de l'euro. Et parce qu'elles sont mondiales. Et parce qu'elles sont mondiales, effectivement, et qu'elles gèrent très bien le mondial, parce que vous pouvez avoir des entreprises qui le gèrent moins bien. Ce qui est intéressant, c'est que L'Oréal a été relevé, que Vinci a été relevé, que Vivendi a été relevé, même Technip pour vous dire, oui. Casino également. Donc on commence à y voir plus clair grâce à la vente des supermarchés qu'ils avaient en Thaïlande pour 3,2 milliards. Donc ce qui remet évidemment tous les comptes à zéro, y compris sur les problèmes obligataires. Veolia, c'est pas trop mal comporté. Et on voit Natixis est pas mal non plus. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles là-dessus. Après, celles qui sont touchées, on l'a dit, tout ce qui touche les matières premières. Sanofi aussi a été abaissé. Et ça, c'est aussi une partie de la surperformance du fonds, c'est qu'on n'a pas de Sanofi. Exactement. C'est un parti pris depuis maintenant quelques mois. Voilà, et là, ça paye bien, effectivement. Voilà. Alors après, il y a les banques. Donc les banques, ça va dans tous les sens. On a déjà beaucoup parlé, mais après Crédit Suisse, Deutsche Bank, on l'a déjà dit. BNP, Société Générale, Crédit Agricole, c'est pas la panique dans les comptes. Alors c'est la panique en bourse, mais c'est pas la panique dans les comptes. Et Natixis, relevé par les analystes financiers, s'en sort bien sur la semaine en plus. Avec aussi des déclarations. C'est la plus dangereuse et celle qui fait... Alors peut-être parce qu'on avait fait le ménage. Il y a eu un série ménage de fait chez Natixis. Avec des déclarations comme quoi la visibilité n'était pas magnifique non plus. Oui, alors, bien malin aujourd'hui, qui sait lire un bilan bancaire c'est un peu notre problème à nous aujourd'hui. Et puis le hors-bilan. Et le hors-bilan. Alors, ce qui nous rassure, c'est que dans les traitements de BAL 3, BAL 4, c'est beaucoup plus clair. Elles vont par contre avoir une demande de capitaux propres bien plus importante, donc un retour sur investissement qui va être moins bon.
par définition. Donc, dans un contexte de taux proche de zéro, ce qui complique la donne. Oui, elles vont quasiment. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois les bilans nettoyés, et on n'en a pas fini encore, on le voit avec Deutsche Bank par exemple, une fois les bilans nettoyés, ça va devenir quasiment des valeurs d'abonnement, les banques. Ça va être, c'est assez cocasse comme situation, mais effectivement, elles payer pour sa carte bleue. Bon, alors, prêtent à 0, elles prêtent à leurs clients à 2, et puis voilà. C'est comme autrefois, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Lagardère, bonne année, malgré la stratégie quand même toujours un peu floue. Vendre des bijoux de famille, vendre de la distribution des magazines. Vendre par appartement. Oui, et puis des belles choses. Là. Les magazines en Belgique, c'était une activité super rentable. L'histoire des taux d'intérêt et des tensions sur les obligations les plus fragiles, on l'a vu sur Numéricable SFR. La cascade détenue ou contrôlée par M. Drahi, c'est pas nouveau, est très très endettée et il y a commencé à avoir des tensions assez sérieuses, évidemment, sur le cours des obligations. Et là, ça se retransmet. Donc quand on a une société endettée, il faut quand même faire un tout petit peu attention, ce qui est assez peu le cas, puisque les sociétés se sont beaucoup désendettées. Hein. Et en plus, dans toutes celles qu'on a, on en a peu qui soient très endettés. Hein. C'est vraiment pas le modèle Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? On fait rien. On fait rien. Nous, on est en position d'achat, voilà, d'un certain nombre de titres. Position d'achat globale pour un rebond technique. Si les matières premières se stabilisent, ce sera le catalyseur. Vous savez qu'on aime bien les catalyseurs. Nous, le catalyseur qu'on regarde, c'est le pétrole. C'est par lui que sont venus les ennuis. C'est par là que ça peut se calmer. Je dis bien se calmer. Et commencer à rebondir pour un prix probable du baril compris entre 40 et 45 $, qui serait un prix d'équilibre qu'on peut viser. Dès lors qu'on commencera à avoir un peu de visibilité sur ce baril et qu'on tendra vers ça, on verra les marchés rebondir. Ça peut d'ailleurs aller très vite, ça peut être très violent, ça ne m'étonnerait pas qu'on le connaisse. Donc aujourd'hui, on est nous très vigilants. Là où on a beaucoup de cash, il n'est pas exclu qu'on commence par racheter des contrats futurs tout de suite pour bénéficier du rebond à plein et après commencer la sélection sur les titres. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont été saccagées qui sont dans le secteur bancaire et dans le secteur des matières premières, il faudra y aller avec discernement. Bon, donc rien de précis, mais vous êtes plutôt dans un mode, on est prêt à remonter dans le... On n'est pas loin de la survente quand même, à beaucoup. Et comme on le disait sur la capitulation, à quel moment les mains les plus faibles auront finalement vendu ce qu'elles ont Pour moi, on est dans la survente d'un certain nombre de secteurs. Est-ce que les autres vont suivre? Et là, auquel cas, on baissera. Il y a deux solutions. On est en position aujourd'hui, entre guillemets, pas idéale, mais pas loin, où on peut se permettre de se dire qu'on peut acheter si on avait une exagération. Ouais, on a du cash dans Interaction et on n'a plus rien à vendre, pas d'idée précise à vendre. Non, aujourd'hui on a fait beaucoup arbitré, tout ce qu'on a en stock, et ce sont des entreprises de qualité qui continuent d'être performantes dans les zones de croissance. Ça me semble important de les garder. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine pour commenter ces marchés financiers. Vous l'avez compris, il faut rester extrêmement vigilant par les temps qui courent. C'est notre job. N'hésitez pas à nous poser des questions. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Interaction, même endroit, même heure.